Alors à côté de ça, donc nous avons dit qu'il y avait, d'autres moyens, qui sont un peu invasifs. Donc ces moyens qui sont un peu, invasifs, vous avez, la thoracoscopie. La thoracoscopie, ça veut dire au lieu d'aborder votre tumeur par voie endoscopique, endobronchique, vous allez l'aborder, autrement, via la cavité, pleurale. D'accord? Donc là, il va y avoir une petite incision au niveau de la cavité pleurale et c'est quand vous avez un épanchement bien sûr pleural exsudatif, ça vous permet de visualiser la lésion et au lieu de réaliser des prélèvements qui sont à l'aveugle, vous allez pouvoir réaliser des prélèvements là où vous voyez la lésion macroscopique. Après, vous avez la médiastinoscopie. La médiastinoscopie, euh, c'est pas un examen qui est réellement, ça se passe au niveau d'un service dans un service de chirurgie thoracique où vous allez avoir une exploration de votre médiastin en réalisant une petite incision en sus sternal et il va aborder votre médiastin et il va pouvoir réaliser les prélèvements qu'il faut quand le problème diagnostic histologique persiste. Pardon. Après, si j'ai un site qui est périphérique, donc est-ce qu'il faut réaliser une fibroscopie, les biopsies par fibroscopie bronchique? Oui, c'est le premier examen qu'il faut réaliser. Il faut tenter des biopsies par voie endoscopique. Si vous n'arrivez pas à avoir une preuve histologique par voie endoscopique bronchique, c'est qu'on va essayer de faire des prélèvements par d'autres moyens. Et là, ce que je vais faire, je vais choisir le moyen le moins invasif et le plus performant pour avoir une preuve histologique. Donc là, si vous avez par exemple une adénopathie, si vous avez une pleurésie, bah, c'est clair que je vais faire la biopsie pleurale au lieu de réaliser une médiastinoscopie ou une thoracoscopie. Donc là, il faudrait aller vers le site le moins invasif pour essayer d'avoir une preuve histologique. Le choix de la technique diagnostique, ben, c'est ce qu'on était en train de dire, c'est en fonction de la localisation des lésions, des antécédents du patient et de l'absence de contre-indication à l'examen que vous avez choisi. Après, on a un autre examen, une exploration qui est beaucoup plus radiologique, c'est ce qu'on appelle le PET scan. Donc là, c'est une imagerie qui est assez scintigraphique et assez particulière. On va utiliser là un glucose qui est radiomarqué et qui est cet examen qui est couplé à la TDM et qui a démontré son intérêt. Son intérêt, c'est beaucoup plus. Donc là, vous allez voir que dans les nodules, quand ils sont pulmonaires isolés, quand j'ai uniquement un nodule pulmonaire isolé, il va faire l'objet d'un cours là prochainement, vous allez voir qu'il trouve son intérêt parce qu'en fonction des caractéristiques sémiologiques et aussi des caractérisations de ce nodule, je vais opter ou je vais changer de conduite thérapeutique. Après, il peut faire partie soit du staging médiastinal d'un cancer préopératoire ou bien dans le bilan d'extension. Donc, toujours dans le diagnostic de mon cancer bronchopulmonaire, il faut faire la recherche d'altération moléculaire tumorale. C'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est que parmi ces cancers-là, il y en a certains qui présentent des mutations, un certain type de mutations. Et la mise en évidence de ces mutations peut donner l'occasion à votre patient de bénéficier d'une thérapeutique qui est ciblée, particulière et qui va lui éviter les effets secondaires d'une éventuelle chimiothérapie classique. Donc là, il y a une multitudes de mutations qu'il faut rechercher parce que la thérapie ciblée, elle est excessivement chère. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas administrer des médicaments comme ça, d'autant plus que ce n'est pas tout le monde qui présente ces mutations-là. Les mutations diffèrent d'un individu à un autre. Alors, les marqueurs tumoraux, y a-t-il un intérêt ou non à demander les marqueurs tumoraux, les CIFRA 21 et tout? Donc, ça n'a aucun intérêt, ils n'ont aucun poids diagnostic. D'accord? Les recommandations actuelles ne demandent pas leur dosage. Alors, une fois que vous avez, donc nous avons parlé d'un patient chez qui vous avez diagnostiqué le cancer, vous avez eu des éléments de suspicion, vous avez demandé des examens paracliniques pour essayer de voir plus clair et ça vous a encore orienté vers un cancer bronchopulmonaire. Donc pour cela, vous avez demandé des examens en vue d'une preuve histologique, vous avez eu la confirmation diagnostique qu'il s'agit d'un cancer bronchopulmonaire. C'est à cette étape-là que vous êtes en mesure de parler de cancer vis-à-vis de votre patient. Pas avant, même si avant vous allez dire que c'est une pathologie qui est assez sérieuse,
qu'il faudrait prendre cette pathologie au sérieux, mais en aucun moment vous n'avez le droit de prononcer le mot cancer bronchopulmonaire si vous n'avez pas de preuve histologique. Et après avoir une preuve histologique, il faut se réunir avec le patient pour lui annoncer cette nouvelle-là, enfin mauvaise nouvelle, mais il faut l'informer de cette pathologie-là. Et quand on informe, il y a des règles dans lesquelles on doit veiller à la transmission de ce message et de l'annonce du cancer, parce que c'est une maladie qui est assez déstabilisante, aussi bien pour le patient que pour son entourage. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait prendre le temps de lui expliquer déjà, de le préparer progressivement à cette pathologie. Donc, comment vous allez le préparer? Dès que vous avez la suspicion du cancer, vous n'allez pas lui dire « Ah, vous avez un cancer », mais vous allez le préparer. Non, c'est sérieux, il faut prendre ça au sérieux. Il faudrait qu'on essaye de voir plus clair. On a quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. Il faudrait qu'on sache sa nature. Donc là, vous êtes en train de le préparer progressivement, si vous voulez, à partir de votre premier entretien. Après, vous êtes tenu d'annoncer ce cancer, bien sûr, au choix de votre patient, d'annoncer le diagnostic au malade et aux membres de sa famille. On ne va pas informer sa famille avant lui. Donc là, il faudrait lui annoncer la pathologie et bien sûr à son choix avec un autre membre de sa famille. Elle doit se faire dans un bureau, pas dans les couloirs. Hein. On ne va pas annoncer une telle nouvelle à quelqu'un comme ça. Donc, il faut que les conditions soient présentes pour pouvoir lui annoncer cette pathologie. Et au besoin, vous pouvez vous aider d'un psychologue pour essayer d'aider votre patient à surmonter cette étape-là. Parce que là, vous n'êtes que dans l'annonce du diagnostic thérapeutique. Suite à ça, il y aura plusieurs. Le diagnostic, l'annonce du diagnostic, elle comprend plusieurs étapes. Vous avez le diagnostic, vous avez l'annonce du moyen thérapeutique. Il faudrait qu'il y ait une concertation pluridisciplinaire, du choix thérapeutique que vous allez avoir, parce que le patient, c'est ce qui l'intéresse. Y a-t-il un traitement? Est-ce que vous allez pouvoir m'aider ou non? C'est tous ces éléments-là. Il y a plein de questions auxquelles vous devez répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, vous êtes là à une étape que vous avez diagnostiquée, vous devez informer votre patient et progressivement, vous allez l'informer des suites du plan thérapeutique qui s'offre à lui. Alors, y a-t-il des questions? Non? Oui? Non. Non. Non, non. Madame. Non? Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à vous entendre. Quoi? Madame, il n'y a pas un moyen de dépistage précoce si la personne présente des antécédents et une Non, il n'y a pas de prédisposition moyen de génétique? dépistage. Alors, il y a des études qui ont été menées auparavant où on demandait de réaliser une radiographie du thorax de façon assez régulière. Et d'autres, ils ont proposé la réalisation d'un scanner thoracique. Mais comme vous savez, ces deux moyens de diagnostic, ils sont à base de rayonnement. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait beaucoup plus un risque de développer, de créer nous-mêmes par nous-mêmes le cancer que d'aller dépister l'apparition d'un cancer. Après, il y avait des études où ils ont indiqué l'endoscopie bronchique, c'est-à-dire aller vérifier les voies aériennes, mais ça n'a pas réellement donné ses fruits. Donc, c'est pour ça qu'on indique la fibroscopie systématiquement chez toute personne qui fait une infection respiratoire basse à type de pneumopathie ou de suppuration pulmonaire en présence d'un facteur de risque qui est le tabac au-delà de 40 ans. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'elle est là, toujours là, la personne, ou non? Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, oui, on vous entend. D'accord. Oui. Je voulais savoir, est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est pas comme pour, par exemple, merci. Comme pour le cancer du côlon, par exemple, on peut réaliser une coproparasite pour essayer de mettre en évidence l'existence d'un germe qui pourrait être précurseur, témoignerait de l'existence et ça nous impose une vérification scopique. Ce n'est pas le cas pour le cancer bronchopulmonaire, non. Malheureusement, non. C'est des moyens de prévention qu'on adopte et pour le dépistage de masse, non, ça n'existe pas. Tout ce qu'on peut exiger, c'est qu'il y ait une vérification endoscopique en présence de certains facteurs de risque et en faisant une infection respiratoire basse. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Est-ce que l'asthme est un facteur de risque? Pardon?
Est-ce que l'asthme est un facteur de risque? L'asthme en lui-même, non, Oui, oui. mais il y a les lésions fibrotiques qui sont à l'origine du cancer bronchopulmonaire. Et c'est pour ça que la BPCO, elle a été incriminée, mais ce n'est que récemment qu'elle a été incriminée. Pour l'asthme, non pas réellement, mais peut-être par rapport aux lésions fibrotiques qui peuvent indiquer ça, mais pas réellement comme facteur de risque bien déterminé. Non, il ne fait pas partie. D'accord, merci. Je vous remercie. Alors, y a-t-il d'autres questions? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant par rapport à l'expression clinique, radiologique et qu'il faut avoir impérativement une preuve histologique pour parler d'un cancer bronchopulmonaire? Vous avez d'autres questions? Non? Alors, par contre, je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été écrites. Alors, on va voir. Non. J'ai rien. Alors, il n'y a plus de questions? Non? On va interrompre la réunion puisqu'on va se revoir dans 10 minutes pour le bilan d'extension. S'il n'y a plus de questions. Merci. Il n'y a plus de questions? D'accord. À tout à l'heure. Hakima, Oui. parmi les facteurs de risque, il y a un facteur alimentaire. Les facteurs alimentaires, oui. Donnez-moi un exemple, s'il te Les plaît. conservateurs qu'on arrive à utiliser au niveau des aliments. D'accord? Ces éléments, ils ont été... Pardon? Les conservateurs qu'on essaye de maintenir au niveau des aliments, pour maintenir vos aliments dans les achats actuels, ils sont réellement incriminés dans l'apparition, dans la genèse des cancers bronchopulmonaires. Ok, merci. De rien.